Hello très chers investisseurs, ici Julien Malengo, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui le cycle de la vie de l'investisseur immobilier parce qu'il est faux de croire que c'est un cycle continu où il n'y a pas de changement, qu'une fois que tu as tes revenus passifs et tes loyers qui rentrent, c'est beau, ça marche. C'est faux, il y a toujours des évolutions que tu dois perpétuellement maîtriser et du coup c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager du coup la vidéo si à la fin le contenu t'aura apporté de la valeur. Et puis si ça n'a pas apporté de la valeur, mets-moi un petit commentaire positif ou négatif, ça fera toujours un petit plus pour le développement de la chaîne. Alors, pourquoi est-ce que je voulais te parler du cycle de la vie de l'investisseur immobilier? Parce que j'entends souvent autour de moi, voilà, Julien, ça y est, tu as quitté ton job, tu as tes investissements immobiliers. Bon, tu peux faire des vidéos sur YouTube, tu t'amuses, mais en fait, c'est bon, tu as fini quoi. Tu n'as plus trop de préoccupations, plus besoin d'investir, tu as ton cash flow et ça marche. Et en fait, non, c'est pas si simple. Je vais essayer de t'expliquer par A plus B qu'est-ce qu'il faut faire et quelles sont les étapes en fait que tu vas suivre. Tu vois, là, pour moi, il y a plusieurs critères. L'endettement, le cash flow net qu'on va discuter, l'imposition, très important, la revente, tu vas voir qu'on est obligé d'y passer, et d'ailleurs le rachat. C'est pour ça que j'appelle ça vraiment un cycle. Et c'est ce cycle qui fait que tu resteras toujours sécurisé en termes de revenus et ton patrimoine grossira. C'est de cette manière-là qu'il faut le voir. Enfin, du moins, c'est de cette manière-là que moi, je le vois. Alors, endettement, tu vois, j'ai fait plusieurs niveaux, 500 000, 1 million, 1,5 million, 2 millions. Moi, aujourd'hui, je suis à 2 millions. Fait un petit peu moins parce que j'ai revendu une coloc, la RP, mais je suis monté à 2 millions. En face de ça, évidemment, tu as du cash flow que tu génères. Du coup, moi, pour les 2 millions en comptant du coup, des Pinel, tu le sais, et en comptant la résidence principale, j'avais mes 4 000 euros de cash flow. La résidence principale, une coloc qui ne remarche plus, les Pinel, je vais pouvoir bientôt les revendre. Du coup, mon objectif 2021, c'est de redescendre à 1,5 million avec les 4 000 euros de cash flow. Alors, les 4 000 euros de cash flow, là, je les ai. Avec Covid, j'ai fait un petit choix de repasser en mode plus passif, longue durée, parce qu'aussi, je n'ai pas forcément besoin de 4 000 euros de cash flow. Si je retombe à 3 000, je serai très très bien aussi. Et donc, j'oscille là en moyenne entre ces 3 et 4 000 euros de cash flow grâce à mes 1,5 million d'actifs, parce que la RP et les Pinel, c'est des passifs. Donc, ça, c'est mon objectif. L'objectif, ça va être de m'alléger de cet encours des 500 000 et de façon vraiment à arriver à 3 000 ou 4 000 de cash flow par là avec mes 1,5 million et pas forcément de continuer de réinvestir à court terme. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai plus de CDI et du coup, il faut que je rembourse ma dette pour que la banque me reprête. Parce que sinon, c'est un peu trop tôt, je pense. Donc, je préfère me concentrer du coup sur d'autres activités. Mais ça reprendra certainement peut-être fin 2021, 2022. Et là, on reprendra une boucle. Néanmoins, pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est que à ton début, pour arriver à remplacer ton salaire, ou du moins à gagner plus d'argent pour avoir plus le temps de vivre, à être plus libre de tes choix, en fait, parce que c'est bien ça, l'argent, au final, c'est la liberté de dire non à ton employeur, de dire non à des contraintes qui te sont imposées. Hein. Là, le but du jeu, ça sera de maximiser ton cash flow. Là, quand tu es dans cette phase-là, à mon sens, ce que tu dois faire, c'est vraiment aller chercher la maximisation du cash flow. La maximisation, ça veut dire quoi? Utiliser des stratégies à haut rendement, la courte durée, la colocation, les immeubles de rapport, les divisions, tout ça, c'est ce qui te permet de faire du gros cash flow. D'ailleurs, en description, tu vas trouver un lien pour t'inscrire à une conférence où je te parle de moi, la stratégie que j'utilise, que j'ai utilisé les 2 dernières fois, qui m'ont permis de générer plus de 1 000 euros de cash flow net par mois en moyenne et que du coup, les personnes que j'accompagne utilisent aussi. Tu as le lien pour voir cette conférence juste en dessous. Location courte durée, colocation, division, immeuble de rapport, tout ça, tu dois absolument en faire pour aller chercher la maximisation du cash flow au début quand tu commences. Ce qui veut aussi dire pour moi que tu dois vraiment te donner les moyens pour aller chercher le maximum de cash flow, c'est-à-dire pas investir là où il y a tout le monde. Parce que si tu investis là où il y a tout le monde, tu pourras moins bien négocier. Du coup, ton enrichissement, il va être quand même beaucoup plus long. Donc, ça sous-entend un peu de ruralité. Mais pas n'importe où. Je ne te dis pas d'aller à la campagne, là où on ne pourra pas utiliser justement ces stratégies-là. Le but du jeu, c'est de trouver les bonnes villes où tu peux négocier et où tu peux utiliser ces stratégies-là. Ça sous-entend potentiellement un peu de distance. Mais bon, tout ça, c'est des détails
réellement une fois que tu veux te donner les moyens pour aller maximiser du coup tes résultats et ton cash flow. On en parle dans cette conférence. Donc l'objectif là, tu vois, c'est de maximiser le cash flow et d'aller chercher comme moi, minimum, je dis vraiment minimum 3 000 € de cash flow pour que tu puisses ensuite quitter ton job. Pourquoi pas moins? Parce que s'il arrive un petit imprévu, je vais peut-être pas avoir 3 000, j'aurai 2 500, mais on est toujours sécurisé. Et en plus, il te faut absolument de l'épargne avant de te lancer, de se sortir du salariat. Donc, une fois que tu es sécurisé là et de l'épargne, on attend souvent voilà, une année d'avance d'épargne disponible. Comme ça, après, tu peux sortir. Donc là, le but du jeu, quand tu es salarié, c'est tu t'endettes, mais tu t'endettes au maximum. Voilà, moi, 2 millions, je ne pouvais pas m'endetter plus. C'est pour ça que j'ai quitté mon job. Sinon, j'aurais continué. Et franchement, c'est très dur de continuer quand on n'a qu'une envie, c'est se barrer, en fait. Mais le but du jeu, c'est vraiment d'aller chercher le maximum d'endettement. Et même là que les temps sont plus compliqués, c'est pas grave, ça sera peut-être plus difficile, plus long, mais il faut aller chercher le maximum d'endettement grâce à ton CDI. Et d'ailleurs, voilà, il vaut mieux prendre un CDI chez McDonald's, même à mi-temps, plutôt que, à mon sens, t'amuser à faire de la sous-location, parce que la sous-location, ce que je vais t'expliquer après, tu ne pourras pas l'utiliser, en fait. Et c'est ça vraiment la source et le vecteur d'enrichissement et qui fait partie du cycle de vie de l'investisseur immobilier. Donc, ton CDI, tu le maximises au maximum pour aller chercher le maximum de dettes. Ça fait beaucoup de maximum, mais le but, c'est vraiment ça. Tu t'endettes au maximum, tu génères le maximum de cash flow et tu te donnes les moyens pour aller chercher ce maximum de cash flow. C'est-à-dire, tu prends les bonnes stratégies dans les bonnes villes, tu fais de bonnes négociations et tu ne fais pas comme tout le monde avec la gestion dans une agence traditionnelle à longue durée, quoi. Et puis d'ailleurs, tu ne donnes pas ton bien à gérer en conciergerie qui va te prendre 20%. Parce que là, du coup, tous les bénéfices que tu as mis, ils partent en fumée. Et comme tu es dans l'optique de maximiser tes revenus pour justement derrière pouvoir enchaîner, tu peux pas, tu dois vraiment faire les efforts pour aller chercher le maximum. Et donc, du coup, ça passe par une optimisation, une automatisation. Voilà, moi, j'appelle ça l'autogestion, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui peut être fait derrière mon ordinateur, je le fais. Ça m'apprend le job et je délègue si je suis à distance sur place. Et puis, dans tous les cas, je délègue, même si je ne suis pas à distance, l'état des lieux, l'entrée, les sorties, les visites. Comme ça, le job derrière l'ordinateur, pour les baux, pour la réservation des calendriers, tout ça, c'est fait une seule fois, les messages en automatique. Bam, là, tu as maximisé ton cash flow. Par contre, du coup, tu commences à gagner de l'argent. Et ça va durer un certain temps. Ça va durer un certain temps. Ça va, voilà, en fonction de ton projet, des travaux, de l'amortissement, de la valeur totale, des revenus générés, tu es parti pour 5, 6, 7, 8 ans. C'est sympa. Donc, après, c'est pas magique. Il arrive l'imposition. Là, il y a divers statuts. Je vais te faire une autre vidéo dans laquelle on va parler de l'évolution du statut LMP, LMNP. Mais le but du jeu, c'est à mon sens, tant que tu n'es pas imposé, en fait, que tu es en déficit, tu gardes ton bien, en fait, parce que tu as travaillé dur pour avoir ton cash flow. Donc là, tu le gardes. Et sans oublier que tu travailles, évidemment, sur ce qu'on appelle le différé. Donc le différé, tu t'enrichis au maximum. Donc là, tu t'enrichis à une phase différée et non imposition. Si, à l'inverse, tu souffres, entre guillemets, d'une imposition, et où tu sais que l'imposition va venir assez rapidement, c'est-à-dire dans les 3 à 4 années, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travaux, voilà, parce qu'il y a beaucoup de revenus qui sont générés pour un petit montant à amortir. Dans ce cas-là, pense sincèrement à la SCI à l'IS, parce que du coup, c'est OK de payer un peu d'impôt, 15% grâce à l'impôt sur la société. Ouais, franchement, c'est vraiment à prendre en compte. Donc, pense vraiment à l'imposition, mais le but là, moi, ce que je vois, c'est que si tu as un nom propre, du coup, tant que tu es non imposable, utilise le différé, utilise le déficit pour avoir du cash flow net. Et là, du coup, ça marche. Et la SCI, c'est pareil. Voilà, tant que tu peux, tant que c'est acceptable de payer 15% d'impôt après la période où tu n'es plus en déficit, parce que là, tu es en déficit aussi. Mais donc, du coup, où tu vas se poser la question de la revente, où tu peux rester à payer tes 15% d'impôt, et c'est OK. Et c'est OK dans ta SCI-LIS. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, l'impôt arrive. Et où tu fais le choix SCI-LIS de le payer, ou LMP, ça peut faire très mal. Et c'est là où il faut faire attention. Moi, je suis LMP et du coup, je n'ai pas non plus de soucis. On va faire une autre vidéo sur le sujet. Je t'expliquerai pourquoi je n'ai pas de soucis avec ça. Mais attention, à un moment donné, l'impôt
peut faire très mal. Et moi, j'ai pas de souci parce que l'impôt, il me fait pas mal, justement. Mais il faut éviter que ça te fasse trop mal et surtout que tu te retrouves en danger par rapport à ta trésorerie, par rapport au cash flow que tu as généré pour devoir rendre ensuite tout aux impôts. Sinon, on en revient un peu au cercle du foncier. Voilà. Donc, si tu veux pas être dans cette imposition-là, qu'est-ce que tu dois faire? La revente. La revente. Et c'est là, la revente qu'elle a lieu obligatoirement. Normalement, enfin pas obligatoirement, mais si tu, moi à mon sens, tu le fais obligatoirement après le différé, parce que tu as négocié dur pour avoir un différé. Donc, prends du cash. Là, tu te fais de la belle trésorerie. Donc, quand tu n'as plus de déficit, et attention, parce que quand tu vas en avoir, si tu as 2 millions ou 1,5 million d'encours, tu ne peux pas tout revendre comme ça sans aucune raison, tu vois, parce que si les impôts ils te tombent dessus, ils peuvent vous dire « Ah, monsieur, pourquoi est-ce que vous revendez ?» Ça peut être assimilé à une activité de marchand de biens. Qui dit ça, dit TVA et d'autres régimes à calculer. Donc, mine de rien, ça se prépare. Il faut, surtout si tu vas revendre 3, 4 lots d'un coup la même année. Tu vois, il faut un petit argumentaire. Mais ce n'est pas grave. Le but, là, clairement, quand tu revends, c'est d'aller chercher la plus-value. C'est obligé que tu ailles chercher la plus-value. Sinon, n'achète pas. Si tu n'as pas de plus-value, n'achète pas. Et la plus-value, on l'a à l'achat et on ne l'a pas forcément du coup à la revente parce qu'on suppose que le marché va être en croissance. Donc là, tu récupères. Franchement, si tu fais une opération, tu dois être, avant de signer, tu dois être sûr à l'instant T, sauf s'il y a une crise, mais ce dans quoi je ne crois absolument pas, que les prix vont baisser en fait. Mais donc, au moment où tu signes, tu sais déjà que tu vas récupérer à la revente dans X années plus tard, après ton différé, après ton déficit, quand tu veux, 5 ans, 10 ans après, mais au minimum, tu sais combien tu récupères en net. Et donc là, franchement, tu ne dois pas faire tout ça pour moins de 50 000 € net. Parce que sinon, c'est beaucoup de travail pour rien. Et tu ne vas pas maximiser, encore une fois, le cycle de l'investisseur. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Quand tu récupères, attends, je vais changer. Quand tu récupères, je suis un peu bas parce que du coup, quand tu récupères la plus-value, en fait, ben c'est là où ça devient très, très, très intéressant. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Avec cette plus-value, eh ben, du coup, tu vas pouvoir réinvestir. Alors, je ne te dis pas qu'il faut mettre de l'apport, mais quand tu arrives à avoir un encours assez important, l'apport, il est obligatoire. Il est obligatoire parce que, après, c'est quand même d'autres conditions. Tu ne peux pas être financé à vie sans apport. Donc, après, tu vas commencer à mettre de l'apport. Tu vas commencer à mettre de l'apport et cet apport, ben, il va être généré grâce à tes reventes, tu vois. Et c'est grâce à ces reventes que tu vas arriver à minimiser, en fait, ta mensualité parce que tu mettras un peu d'apport que tu as récupéré sur tes anciennes reventes. Et en ayant en fait cet apport, ta mensualité est plus petite. Du coup, tu retrouves avec des biens qui sont beaucoup plus passifs que ici en fait. Et là, tu peux être en location longue durée dans des villes où c'est un peu plus long terme, un peu plus passif, tu vois. Et c'est comme ça que du coup, tu arrives à évoluer, à te créer toujours un certain dynamisme et du coup, je suis OK de payer des impôts. Si du coup, j'ai une très petite mensualité, en fait, je mets en autogestion, en longue durée, c'est totalement OK parce que ma mensualité, elle est tellement basse en fait qu'elle me permettra de payer l'impôt. En fait, même en foncier s'il faut, ou même en SCI, ou même en meublé. En meublé, je peux très bien accepter de payer l'imposition en fait à partir du moment où la mensualité elle est basse. Le seul truc, c'est que quand on commence, on n'a pas le cash pour avoir une basse mensualité puisqu'on emprunte la totalité. Après, quand tu vas avoir beaucoup d'encours, ben, tu vas être obligé de mettre de l'apport. Et donc, c'est là où ça va devenir intéressant parce que tu vas pouvoir arrêter en fait de t'amuser avec les stratégies à haut rendement qui sont sympas. Ça permet de générer du gros cash flow, mais c'est très demandeur en termes d'activité et de suivi. Et le but, hop là, tu crées du cash, tu vois, tu t'enrichis. Et après, petit à petit, tu reviens vers des modes de location beaucoup plus passifs. Et ça, tu l'as fait en créant de l'argent qui ne t'appartient pas. Et du coup, tu t'enrichis. Et à terme, vraiment, tu es vraiment passif et tu es vraiment rentier. Et ça prend un certain temps. Voilà, c'est un certain cycle. Ça va prendre 10 ans. Au début, tu es obligé d'aller chercher le maximum de cash flow avec les stratégies pour avancer. Tu vois le truc? Mais après, ça marche. Donc, si tu veux en savoir plus sur la stratégie pour aller chercher le maximum de cash flow, je te rappelle, tu as la webconférence en accès libre ci-dessous. Et moi, je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Ciao!